Bonjour tout le monde. Paranoia est le titre français du dernier film de Steven Soderbergh, qui revient après Logan Lucky, je crois que c'est le dernier film qu'il avait sorti. Le titre en version originale est Unsane, qui est un dérivé de Insane, qui, l'un comme l'autre, voudrait dire qu'il n'est pas sain d'esprit. L'histoire tourne autour de Sawyer, une femme qui vient de se faire harceler pendant 2 ans par un homme qui l'a appelé partout, qui l'a poursuivi sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, qui la suivait dans la rue, etc., etc., dont elle vient d'essayer de s'éloigner en déménageant. Malgré tout, ses peurs la suivent, et un jour, au détour d'une consultation de routine pour essayer simplement de se débarrasser de ses craintes et de ses angoisses dans un hôpital, elle se retrouve enfermée contre sa volonté et internée dans une aile psychiatrique. Elle va avoir le problème additionnel d'être persuadée que le mec qui l'a harcelé, David Strain, s'est fait engager dans l'hôpital pour pouvoir à nouveau garder un œil sur elle et être proche d'elle et qu'elle ne puisse absolument rien y faire. Elle a donc 2 problèmes à résoudre. Elle doit essayer de sortir de cet hôpital et évidemment quand on t'interne pour folie dans une aile psychiatrique, c'est compliqué de convaincre les gens que tu es sain d'esprit, surtout quand tout ce qui t'entoure te pousse à être énervé et à plus en pouvoir et à être sur les nerfs, etc., etc., quoi. Tout ça, du coup, permet de rentrer dans un univers qui est vachement intéressant parce que tu remets vraiment tout en cause. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu remets même en cause le début du film et de savoir est-ce que vraiment elle était dans un bon état d'esprit, est-ce que vraiment elle est pas juste folle depuis le début, elle s'en est pas rendue compte, et, elle s'était juste échappée d'un hôpital entre-temps, un truc dans ce genre-là. Tu commences vraiment à te poser la question, quoi. Tu te poses des questions sur elle et tu te poses aussi des questions sur son entourage parce que le personnel médical a l'air de mentir et de pas être de confiance et en même temps ils ont un discours particulier, plus vendeur. Et les patients également, les patients sont censés être des patients d'une aile psychiatrique, donc tu sais absolument pas ce qu'ils peuvent avoir et ce qui peut se passer. Il y a des patients très différents dans les ailes psychiatriques. Donc il y a un moment où il y en a un qui commence à l'aider et tu te dis est-ce qu'il l'aide parce que lui-même est fou? Est-ce que c'est ça aussi le truc, quoi? Est-ce qu'il la renforce pas dans son délire simplement? Est-ce que l'explication qu'il lui donne est la bonne? Il donne une explication du coup à cet internement forcé qui marche extrêmement bien parce que ça me paraît tout à fait faisable et tout à fait envisageable, surtout dans les États-Unis modernes en plus. Ce qui du coup est vachement intéressant. Mais donc effectivement, si vous avez un chouïa de paranoïa en vous, en principe ce film va le révéler, le réveiller puissance 10, quoi. Vous allez tout remettre en question constamment et vous demander qui vous ment et qui vous dit la vérité. Ce qui est vraiment extrêmement bien fait et c'est vrai que le film est du coup très réussi et toute la notion et le danger supplémentaire du gars qui la harcèle depuis des années et qui est possiblement dans l'équipe, peut-être que c'est elle qui hallucine, mais peut-être qu'il y est vraiment, rajoute effectivement quelque chose de vachement intéressant et j'ai trouvé le film absolument captivant et fascinant. Donc voilà, quoi, je trouve que c'est un très bon film et j'ai pas grand chose de plus à dire d'ailleurs sur le déroulement du film lui-même. Je vais avoir plus de choses à dire sur la technique parce que le film est surprenant. C'est le premier film de ma vie que je vois tourner en 1,56. Alors pour vous donner une idée, là le ratio que j'utilise là c'est un ratio 16/9, c'est du 1,78. Il existe un ratio plus serré qui était utilisé en partie en France, qui était le 1,66, qui est proche du nombre d'or, en fait le nombre d'or est 1,62, mais on utilise 1,66 en cinéma parce que on est con. Donc il y a un format qui est un peu plus serré, un ratio qui est un peu plus serré, et là il a fait du 1,56, donc tu retires encore un petit peu, c'est encore un tout petit peu plus serré, c'est très space, et j'arrive pas à m'expliquer le choix véritablement du ratio, parce que le film, ce qui aurait pu expliquer ça, c'est que le film est entièrement tourné sur un iPhone 7. Qui a des applis qui permettent de contrôler totalement l'appareil photo de l'iPhone, pas de le mettre en mode automatique comme il est d'habitude avec votre appareil photo de base, qui fait lui-même les ajustements, mais on peut du coup le transformer en appareil quasi pro, qui tourne en 4K du coup, mais en vrai 4K, quoi, 4K 16/9, 3840 par 2160, et du coup tu comprends pas pourquoi c'est en 1,56 en fait, et je me suis vraiment posé la question, est-ce que à tout hasard c'était pas un des premiers ratios d'iPhone, parce que je sais qu'au début ils n'arrivaient pas forcément à tourner en HD et dans des grosses résolutions, et je sais que l'écran du premier iPhone était plus carré, c'était peut-être du 1,56, c'est peut-être de là que ça vient, mais c'est plus le cas maintenant, donc je sais pas pourquoi il a eu envie de faire ça. Il y a peut-être le côté d'avoir un cadre assez serré, assez restreint, sans aller jusqu'au 1,33 non plus, qui est trop classique et qui aurait été rassurant. Le 1,56 c'est quelque chose de tellement pas habituel que du coup même le cadre t'angoisse. C'est assez joli comme recherche finalement, mais même le cadre t'angoisse, même le ratio de l'image t'angoisse.
Et cette image est très space, parce qu'elle est très définie et très nette, parce que c'est du 4K, et c'est une résolution qui est utilisable pour le cinéma, mais c'est toujours le traitement des couleurs et la saturation typique d'un appareil numérique, c'est-à-dire légèrement cramé un peu partout, avec des dégradés pas du tout flatteurs et qui prennent la lumière très très mal, parce que la lumière est très compliquée à gérer pour ce genre de capteur. Tout petit, minuscule, ça gère la lumière beaucoup moins bien. Donc on fait des gros progrès au niveau des capteurs et des programmes qui servent à prendre les photos et à gérer ce qui est reçu par les photosites du capteur pour que ça ait une belle gueule. Mais ça reste pas la même chose qu'une caméra de cinéma qui a 16 diaphes de différence entre le plus clair et le plus sombre, etc. Donc tu peux vraiment avoir des images tu prends toute la nuance des lumières et des ombres. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué avec un iPhone. Et c'est vrai que du coup l'image elle-même est très space. C'est tourné en grande partie en grand angle. Donc les grands angles, c'est des angles qui déforment les distances et qui donnent l'impression que les choses sont plus grandes qu'elles ne le sont dans la vraie vie. Si vous avez là, je suis en 50 mm, je suis en angle normal. Si je tends le bras vers vous, ça a l'air normal. Si j'étais en 18 mm par exemple, vous auriez l'impression que mon bras fait 18 mètres et qui s'étend à l'infini avant d'arriver vers la caméra. C'est un peu l'effet fisheye, si vous connaissez l'effet fisheye, si vous regardez des trucs de sport ou de skate, trucs dans ce genre-là. L'effet fisheye, c'est la même chose, c'est une focale très 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 courte. Le fisheye, c'est du 8 mm, je crois, un truc dans ce genre-là. Ça, c'est vraiment des focales ultra restreintes et qui donnent du coup des distances très très augmentées. Et une gestion du flou très particulière. Le flou est quasi totalement absent, ce genre d'angle et ce genre de capteur. Parce que c'est aussi un tout petit capteur, l'iPhone, donc ça aussi, ça réduit vachement la profondeur de champ. Donc l'image est très 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 space. C'est pas du tout une image qu'on a l'habitude de voir, qui du coup met pas mal en angoisse. Parce que, enfin... Si vous êtes un peu technique, ça vous angoissera. C'est quoi cette image? mais je veux dire juste naturellement, quoi. C'est pas une image que vous avez l'habitude de voir au cinéma, et du coup, c'est une image qui vous paraîtra très étrange et un peu malaisante, quoi, parce que vous savez pas comment la gérer et comment l'aborder. Il y a les scènes d'intro et de fin qui sont entièrement tournées en nuit américaine. Donc, nuit américaine, le principe, c'est qu'on tourne en plein jour et on colore ensuite l'image en bleu et on réduit drastiquement la lumière pour qu'on ait l'impression que c'était tourné de nuit. C'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Très peu aujourd'hui parce que c'est très cheap et ça se voit immédiatement. Et là, pour le coup, ça passe parce qu'avec cette image tellement étrange, on peut effectivement avoir l'impression que c'est une image de nuit. Alors, je me suis pas fait griller 2 secondes. Hein, quand on a un œil un peu entraîné, une nuit américaine, ça ne trompe personne, ça ne trompe aucun professionnel. Mais ça a un rendu intéressant et c'est plutôt bien exploité dans le film et ça rend plutôt pas mal. C'était à mon avis aussi nécessaire parce que je crois que les capteurs d'iPhone sont très mauvais en basse lumière et que ça aurait rendu quelque chose d'assez dégueulasse de tourner vraiment de nuit dans une forêt. Donc ils étaient obligés de tourner en plein jour avec leur capteur 4K bien ouvert et pouvoir ensuite modifier l'image. Donc c'est très space et il n'y a pas seulement ça, non seulement le cadre, la colorimétrie est space, mais en plus la façon de cadrer est très étrange. La plupart des films placent les yeux des acteurs aux 2/3. Je suis à peu près comme ça, là. Si vous regardez, j'ai un tiers d'image ici, j'ai un autre tiers ici, et j'ai un autre tiers en bas. Mes yeux sont aux 2/3 de l'image. Et ce film filme tout avec les yeux au milieu. Alors, du coup, il faut que je me mette là. Est-ce que vous voyez cet étrange cadre? Vous voyez tout le vide qui est au-dessus, et pourtant, je suis proche du plan. Imaginez si, en plus, je suis un peu loin. Et à peu près tout le film est comme ça. À peu près tout le film est avec les yeux toujours exactement au milieu de l'image. C'est pas du tout comme ça qu'on cadre. Et du coup, ça fait des images qui sont très, très, très space. En particulier pour un film professionnel, quoi. T'as pas l'habitude de voir des images comme ça. Et en plus, il a une drôle de façon de tourner. Je sais pas si c'est le réflexe de l'iPhone et de le rapprocher de sa tête. Mais la plupart des plans sont en hauteur, en fait, dans le film. Beaucoup de plans qui n'ont pas besoin d'être en hauteur sont en hauteur et on filme du coup les choses un petit peu en plongée, en fait. Un petit peu au-dessus des personnages. Ce qui doit essayer de travailler aussi ce côté un peu malaisant, ce côté c'est un angle de vue inhabituel, on la regarde un peu de haut, pourquoi est-ce qu'on la traite comme ça, et comme on se projette sur le personnage, on a l'impression, nous, d'être regardé de haut et d'être un peu petit. Encore une fois, le sentiment de paranoïa, à mon avis, est bien travaillé par ce truc-là de la mise en scène. Et je trouve ça diablement efficace. C'est un pari tout à fait réussi, je trouve que c'est vraiment, l'image est très très bien travaillée mais extrêmement mal à l'aise. Et qu'il y a des choses très intéressantes qui sont faites avec ce cadre et ce travail du cadre et cette façon de filmer les choses. Donc vraiment, je trouve que c'est un film qui marche super bien. Et en même temps, donc c'est de l'iPhone, mais ça se sent pas trop parce qu'ils ont fait en sorte que les mouvements soient le plus fluides possible. Et la fluidité des mouvements, c'est ce qui fait le professionnalisme de l'image.
Et quand on fait des travelling et qu'on suit les personnages dans les couloirs, que ce soit dans leur dos ou en avant, etc., ça donne un rendu très fluide de caméra normale. Il y a vraiment un travail qui marche très très bien, et quand en plus tu ajoutes du coup cette image à des longs couloirs d'hôpitaux avec le sol en cire et les couleurs un peu délavées et dégueulasses et les trucs dans ce genre-là, il y a quelque chose qui marche vraiment très très bien pour plonger tout le film dans une espèce d'angoisse très profonde. Et en plus, du coup, il utilise cet appareil pour des choses intéressantes. Il a un plan notamment que je trouve assez intéressant. Il y a un truc qui s'appelle la Snorricam. C'est ce qu'utilise Darren Aronofsky par exemple dans Requiem for a Dream. C'est on met un rig, une sorte on attache un truc autour de la poitrine de l'acteur, et il a en fait un bras qui est installé en face de lui, un bras mécanique. Hein, là je mets mes bras, mais un bras mécanique qui contient l'appareil photo, qui du coup le suit constamment dans ses mouvements. C'est comme c'est attaché à son torse. Je vous montre un petit peu. La caméra reste toujours dans la même position, et vous avez du coup le personnage qui reste centré au milieu et le décor qui bouge autour. Ça a souvent été vu. Là, du coup, avec des appareils aussi légers qu'un iPhone, il y a un moment qui est vachement intéressant. Pour une raison que je ne veux pas vous dévoiler ici, elle fait un énorme bad trip à un moment. Le Sawyer, le personnage principal, elle est enfermée dans une pièce et elle est vraiment en train de sombrer dans la folie la plus pure, et elle comprend pas ce qui se passe autour d'elle et machin. Et du coup, pour rendre ça, je crois, alors je peux pas le garantir parce que les mouvements étaient pas particulièrement synchro, donc c'est possible que ce soit deux plans différents, mais il a mis une Snorricam devant et une Snorricam derrière, et les deux plans sont mis en même temps. C'est-à-dire que, pour montrer que le personnage est complètement déphasé, on voit à la fois le dos de sa tête et son visage dans le même plan. Les deux sont superposés en fait. Donc c'est comme si elle-même, sa tête lui ressortait par derrière, et que le front lui ressortait par la face, et on sent du coup ce côté, je pige plus rien à ce qui se passe, mon Dieu, aidez-moi, je suis folle, machin, je suis en train de faire une crise. Le plan est ultra parlant, et le travail de la musique à ce moment-là et le travail du son est vachement intéressant aussi, parce que c'est un film qui est assez malaisant aussi à cause de ça, à cause du travail du son et de l'ambiance. Là, vous allez avoir du coup, comme c'est comme une note complètement folle, des sons très très saturés et qui vont être très particuliers. Mais il va aussi y avoir un travail du silence. Il n'y a quasi aucune musique dans ce film. Je crois qu'il y en a 3, grand maximum. Et genre, c'est, je sais pas, c'est David Guetta qui joue du piano, quoi. C'est c'est une note avec un effet de synthé qui fait qu'elle vient petit à petit. Donc ça fait et ça disparaît ensuite. C'est des sons très très synthétiques comme ça. Donc il y a une quasi-absence de musique qui ne débarque que pour des scènes très particulières de malaise, et qui du coup peuvent plus être considérées comme du son presque que comme de la musique. Presque plus comme un effet sonore qui te fait sentir ce qui se passe dans la tête du personnage qu'une musique véritablement. Donc vraiment pour moi c'est une réussite totale. Je trouve que le scénario est vachement intéressant. Ça dit des choses intéressantes déjà sur les hôpitaux américains, mais ça dit aussi des choses. Enfin c'est aussi un très bon traitement de la paranoïa et de la peur d'être poursuivi, du stalker, etc., etc. De la folie psychiatrique, parce que pendant tout le film, je vous dis, on se pose la question, qui est-ce qui a raison? Est-ce que le personnage a raison? Est-ce que les gens qui l'entourent ont raison? Est-ce que qui dit la vérité dans tout ça? Le personnage en plus ment sur certaines choses, n'a pas révélé certains détails à certaines des personnes de son entourage. Donc du coup, quand les choses en viennent là, elle est toujours obligée de leur apprendre quelque chose. Donc on se dit toujours, et si elle est obligée de leur dire à eux, est-ce que vraiment elle l'a vécu, ou est-ce que c'était juste dans sa tête depuis le début, et en fait est-ce que c'est un narrateur qu'on doit pas croire en fait? C'est the unreliable narrator. Je me suis complètement foiré. Unreliable narrator. Ça y est, j'ai réussi. Donc le narrateur auquel on ne peut pas faire confiance. On se demande vraiment pendant tout le film si on peut lui faire confiance ou pas, ou si vraiment elle est à défendre. Et en même temps, on a toujours envie qu'elle s'en sorte, parce qu'on se dit, si j'étais à sa place, enfin, fou ou pas, j'aurais envie de sortir, quoi. Donc vraiment, je trouve que c'est une totale réussite dans tous les domaines, aussi bien humain que politique, que technique et artistique, du coup. Et je vous encourage totalement à voir Paranoia. Vous allez en ressortir avec des angoisses constantes, vous aurez l'impression que tout le monde a envie de vous tuer dans la rue, mais c'est un très bon film, et je vous encourage à le regarder. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!